Bonjour. Pour le temps de basculer. Le voilà. Alors moi je vais vous présenter le moteur Esper qui répond à la classe CEP pure et dure que Mathieu a esquissé tout à l'heure et sur une approche basée stream querying. Donc on va commencer par une introduction à Esper parce qu'il faut comprendre avant le fonctionnement et ses briques de base. Ensuite on va essayer de dessiner par rapport à la vision qu'on cherche à établir aujourd'hui d'analytique temps réel, comment Esper peut être utilisé dans cette vision. Et enfin, je vous ferai une démonstration d'une implémentation qui vous permettra de vous faire une idée plus précise, notamment sur les IHM qui viennent avec Esper. Voilà, donc Esper, c'est donc un moteur pur CEP, qui est un projet de développement spécifique démarré en 2004, et la première version a été réalisée en 2006. Aujourd'hui, on en a la version 4.0, voire 1, je crois. Et on a aussi une version .NET qui évolue avec la version Java standard et qui est ISO-fonctionnelle. Donc le projet est bien vivant, les versions continuent de sortir régulièrement. Le projet est tout à fait crédible. Espertech, par contre, c'est la société qui est derrière Esper, créée en 2006, et qui s'occupe de maintenir le moteur CEP open source, Esper, et également deux autres modules qu'on verra juste après, Esper Enterprise Edition et High Availability, HA, qui sont des modules qui ne sont pas open source pour le coup, mais qui s'appuient sur le moteur proprement dit. Si on peut citer quelques références du moteur, alors par contre je ne saurais pas vous dire comment ils l'utilisent, malheureusement j'ai pioché ça sur leur site. On a une bourse d'échange de niveau national en Inde. On a Rackspace également qui l'utilise, et une référence un peu particulière qui est Oracle, par l'intermédiaire de sa propre solution CEP. Quand Oracle a racheté BEA, en fait, il a racheté également la solution de traitement d'événements BEA, qui était un fork de CEP version 1, en 2007. C'est assez rigolo. Voilà. Alors Esper, donc je disais, c'est 3 modules complémentaires. Oh pardon, excusez-moi. Hop. Voilà. Donc le moteur de traitement proprement dit pur et dur, Esper CEP Engine, ou Esper quand on dit en raccourci. Donc c'est un moteur de processing sous forme de jar, un Java embarqué, qui offre une API et un SDK de traitement d'événements. Il est sous licence GPL et c'est lui qui va permettre de définir la brique de base qu'on verra juste après, la notion de statement, notion de variable aussi, de flux d'événements, qui sont vraiment qui est le modèle au cœur du processing Esper. Il va également permettre de faire du croisement avec des données de référence, donc pour la partie contexte dont parlait Mathieu, ça va être important. Au-dessus de Esper s'appuie Esper EE, qui est en fait une collection d'outils. Esper HQ, la console de gestion que je vous montrerai dans la démonstration. Esper DDS, Data Distribution Service, qui est un bus de communication permettant de fédérer plusieurs moteurs et de faire de l'administration à distance. Esper IO, qui est une collection de connecteurs techniques, JMS, HTTP, etc., permettant de pousser des événements dans un moteur Esper sans passer forcément par du code Java. Et enfin, on a Esper HA, High Availability, qui offre des fonctions de haute disponibilité sur le moteur via de la persistance, essentiellement orientée reprise sur erreur. Voilà. Alors, pour comprendre vraiment Esper, il faut comprendre ce que c'est qu'un statement. Donc, Mathieu disait, le moteur est basé sur un modèle de requêtage sur des flux continus. Donc on a des flux d'entrée qui vont être observés par une instruction, un statement déclaré dans le moteur, qui est écrit en EPL, langage propre à Esper, Event Processing Language. Donc ce statement va observer les flux, va en tirer de l'information et va déclencher des actions quand il va reconnaître des séquences d'événements pour lesquels il est programmé. Et il va produire en sortie des événements dérivés, donc les fameux événements complexes de la définition de CEP, événements qui vont être soit injectés dans d'autres flux, soit déclencher des actions côté Java via des listeners, soit déclencher la mise à jour d'IHM ou être injecté dans un broker de messages, par exemple. Alors, dans le contexte de haute disponibilité Esper HA, on a en fait deux choses qui sont éligibles à la persistance, soit les événements eux-mêmes, soit l'état du statement. Esper permet de faire les deux. La situation peut être un petit peu compliquée, il faut choisir son mode de persistance en fonction des cas d'utilisation.
Voilà, ça peut être un peu difficile. Dans tous les cas, il s'agit bien d'une persistance pour de la reprise sur erreur, il ne s'agit pas du stockage d'événements au sens data warehouse des événements dont parlait Mathieu. On est vraiment dans une notion technique de reprise sur panne. Donc un exemple de PL que je vous montre là, un exemple assez simple, c'est pas du tout toutes les fonctionnalités de PL, le but c'est de montrer quelques faits saillants. Donc déjà, à vue de nez, vous voyez que ça ressemble pas mal à du SQL, c'est le but, c'est voulu. Donc on a par exemple la déclaration de schémas d'événements qui vont permettre de typer les événements qui vont transiter dans le moteur, chose facultative mais qui permet, on va dire, d'offrir une interface d'événements. On a également la possibilité de déclarer des variables et de les réutiliser dans le code du statement. Donc pour modifier au runtime le comportement d'un statement, on va modifier la valeur de la variable, ce qui permet de tuner le comportement et les règles métiers qu'on va implémenter en EPL. L'ordre inserting to qui est ici permet de spécifier un flux de sortie des événements dérivés par le statement, donc qui va permettre de faire ce qu'on appelle de la composition de statement, dont je parle dans le slide d'après. On a dans une clause select, comme une clause select SQL habituelle, on a des attributs d'événements dérivés qui vont dire l'événement qui est produit par ce statement est composé à partir des événements sources de ces attributs-là, donc correspondant au schéma de l'événement qu'on essaie de créer, bien sûr. Voilà. On a également des fonctionnalités de détection de patterns. Donc ici, il faut voir ça comme une espèce d'expression régulière sur des séquences d'événements. J'ai tel événement suivi d'une séquence de tel événement, d'une répétition de ça, puis de l'absence de tel autre événement, le tout dans une fenêtre temporelle dimensionnée de telle sorte. Donc on a une expressivité qui est très grande avec ce langage de définition de pattern, au prix évidemment d'une complexité qui n'est pas forcément négligeable. Il y a un coût d'entrée pour apprendre ce langage. Voilà, et la dernière chose que j'ai choisi de montrer dans cet exemple, c'est la jointure avec des données relationnelles, donc de contexte, une base externe par exemple, qu'on va appeler via le statement déclenchement sur arrivée d'événements. Donc concrètement, le statement va aller faire un lookup dans une base externe à partir de paramètres qui sont ici les attributs de l'événement d'entrée. Voilà, évidemment, c'est pas du tout les fonctionnalités exhaustives de PL, ce sont quelques exemples significatifs. Alors la composition, j'en parlais tout à l'heure, on va voir pourquoi c'est important dans la vision qu'on essaye de d'esquisser aujourd'hui. Donc on disait, un statement peut injecter ses événements de sortie dans un flux de sortie. L'avantage de ce flux de sortie, c'est qu'il peut être réutilisé comme flux d'entrée pour un autre statement, ou plusieurs. Donc on peut avoir comme ça une chaîne de statements qui dépendent les uns des autres, qui vont se nourrir les uns les autres, et donc donner peut-être de plus en plus de sens métier. Autant à gauche, on va avoir des flux d'événements très fins, peut-être très techniques, directement liés à l'application qui les produit. Petit à petit, en fur et à mesure qu'on compose les statements, on va leur donner plus de sens, les interpréter, les agréger, les abstraire, pour leur donner de plus en plus de sens métier. Alors qu'est-ce que ça permet de faire, cette vision, au moins en théorie? Ça permet d'avoir une collection de statements à gauche qui va être très liée à l'application. Donc le schéma des événements va être très proche de ce que l'application traite. On va être dans le domaine d'un cycle de vie plutôt applicatif, avec des mises à jour qui vont suivre le rythme de mise à jour de l'application productrice. Donc quelqu'un de technique ici va aller commencer à faire de l'intégration, de la connectivité avec l'application, va faire des premiers mappings d'événements, des premiers statements d'assez bas niveau, peut-être produire des premiers dashboards aussi standards pour les utilisateurs. Et derrière, un profil plus métier va pouvoir utiliser le catalogue de flux que les premiers statements ont mis à disposition pour faire des statements de plus haut niveau. Ça va être, on va pouvoir faire des agrégations ici, faire des statistiques sur les événements qui transitent et qui ont été pré-mâchés par les premiers statements. On va pouvoir faire aussi des dashboards de maison qui vont répondre à un besoin ponctuel de l'utilisateur. L'utilisateur va aussi pouvoir faire des simulations avec cette fonctionnalité-là. Il va pouvoir peut-être modifier la valeur de variables qui vont influer sur le comportement du moteur, de manière avec précaution bien sûr, pour ne pas tout changer. Voilà, donc cette vision-là, je dis qu'elle est un petit peu théorique parce qu'il y a EPL dans l'histoire qui est, en tant que langage de requêtage sur des événements, est assez compliqué à prendre en main. Donc dans la partie droite, on va avoir sans doute des statements très très simples, peut-être des calculs de somme avec un petit groupe by,
mais on ne pourra pas, on va difficilement avoir des patterns, des détections de patterns d'événements compliqués, qui seront plutôt du premier niveau, de l'ordre du premier niveau, que ça demande une expertise dans le langage assez forte. Mais malgré tout, on a au moins en théorie cette possibilité-là. Voilà. Et c'est ce que je montrerai dans la démo. Alors EsperHQ ensuite, donc partie de Esper Enterprise Edition, je l'appelle console de gestion. Le terme est vague, hein, c'est volontaire parce qu'en fait ça regroupe des fonctionnalités de plusieurs, ça a plusieurs facettes en fait dans l'écosystème expert. Ça fait un petit peu office d'environnement de développement. On a des aides pour construire de l'EPL, des aides un petit peu frustres, mais des aides quand même. Ça fait office de plateforme de runtime, on peut déployer du code, que ce soit du code EPL ou du code Java associé à des modules EPL, sous forme de WAR. On peut faire de l'administration de moteurs en créant des statements, en les détruisant, en créant des variables, en modifiant leurs valeurs, en observant les métriques d'exécution du moteur aussi, pour avoir des statistiques de comportement. On peut faire de la simulation en injectant des données de test dans le moteur, ce qui est important dans notre vision. Et on peut également créer des dashboards via ce qui s'appelle des eventlets, qui sont en fait des petits graphiques qui vont se mettre à jour en temps réel et qui vont pouvoir être agrégés dans des dashboards plus élaborés. Voilà, donc c'est EsperHQ, c'est un petit peu tout ça. C'est aucun de ces aspects dans leur profondeur, on va dire, mais c'est un petit peu de chaque. C'est une espèce d'IHM multiforme, on la verra tout à l'heure. Alors la démonstration justement, donc avant de vous montrer l'IHM proprement dite, on va décrire un petit peu le use case qu'on a choisi de vous montrer. Donc c'est un site web de e-commerce avec un client qui gère ses paniers et qu'est-ce qu'il va faire le client? Il va ajouter des produits au panier, il va valider sa commande en payant, ou alors il va simplement ne rien faire et partir en laissant sa session telle qu'elle est et son panier expirer naturellement en cours de route. L'utilisateur métier derrière, qui est derrière le site web en quelque sorte, lui ou elle, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Il va vouloir faire des statistiques d'abandon par produit pour essayer de voir un petit peu les produits qui marchent pas, essayer de comprendre pourquoi, essayer de voir s'il y en a qui sont plus abandonnés que d'autres par exemple, et vouloir peut-être déclencher des alertes en cas de dépassement et pouvoir agir ensuite sur le comportement du site web et puis proposer peut-être des promotions en fonction des produits les plus abandonnés. Voilà, alors comment on a choisi de le faire? On a une fonction de simulation EsperHQ qui va nous servir à injecter les événements représentant le client. En pratique, ça pourrait être soit l'application front office qui enverra ces événements, ou soit peut-être des premiers statements qui vont un petit peu cruncher des événements très très fins, très techniques issus directement du site web pour ensuite les pousser dans des événements plus macro de cette forme-là. Donc on retrouve trois types d'événements qui sont les trois, on va dire les trois histoires, les trois use cases du client: ajout au panier, validation et abandon. Et derrière, l'utilisateur métier, lui, va avoir un seul type d'événement qui va être des statistiques sur les abandons. Alors, je vais basculer sur EsperHQ, voilà. Toc. On va pas. Bon, c'est pas grave, on va le faire directement. Voilà, donc ici on a notre module dit applicatif, donc notre module un petit peu technique avec nos trois schémas d'événements, et un premier statement qui se contente de détecter les abandons en regardant qu'il n'y a pas eu de... En fait, il va chercher à voir s'il y a eu des produits ajoutés à un panier qui n'a pas été validé dans une période de temps donnée. On passe par une variable ici. Voilà, donc c'est assez simple. On le met côté technique parce qu'on peut dire que le délai d'abandon peut être lié à la durée de la session HTTP, donc c'est du domaine de l'application front office. Voilà. Le deuxième module, donc là plutôt côté utilisateur métier, on retrouve notre calcul de statistiques qui est ici, qui est en fait un simple group by sur les événements d'abandon, et ensuite un petit événement qui construit des alertes, des messages d'alerte, tout simple. Donc un message égale un événement. Alors, est-ce qu'il va me laisser... Ouais. Hop. Voilà, donc du coup j'ai choisi de faire deux eventlets qui sont les statistiques et les messages d'alerte.
je vais lancer ma simulation. Toc. Et voilà, normalement ça va commencer à se mettre à jour tout de suite. Alors je précise, c'était un des cahiers des charges que je m'étais fixé pour cette démo, je n'ai pas codé une seule ligne de Java, j'ai fait que de l'EPL. Voilà. Donc on retrouve les statistiques qui se mettent à jour. Hop, voilà, dès qu'on dépasse 10, on émet une alerte. Donc c'est tout simple, hein, c'est use case un peu bidon, mais on voit bien que l'IHM ici se met à jour en temps réel, il n'y a pas de... j'ai pas eu de code à faire particulier pour ça, il n'y a pas d'intégration particulière non plus à faire. Voilà, et ici vous retrouvez, pendant que ça déroule, on va parler un petit peu des menus qu'on a à gauche. Donc on a une partie qui sert à administrer plus le moteur et les statements. Une partie métrique qui donne accès à des statistiques sur le moteur, comme je disais tout à l'heure. Une partie de gestion de vue sur les flux, donc ça c'est une partie un peu plus avancée. L'outil de simulation qui permet d'injecter les événements, ce que j'ai utilisé ici pour simuler. Administration des variables, administration des eventlets pour déclarer, simplement dire là je veux un graphique en histogramme qui va être branché sur la sortie de tel statement, et puis je veux les barres en orange avec en axe X tel attribut. Et ici la liste des eventlets que j'ai définie. Je peux vous montrer aussi un aspect qui est intéressant ici, qui est Map Statement, qui en fait donne une vision de la composition qu'on a faite via les deux modules déclarés. Donc ça permet de faire de l'analyse de dépendance notamment, et de voir un petit peu mes événements, ils vont transiter de là, ils vont venir d'ici, etc. Voilà, donc use case très simple, hein, sans prétention d'exactitude métier. Si on veut conclure sur Esper, en tout cas dans le cadre de cette vision-là, bien sûr, donc c'est un moteur qui est multiplateforme du fait de son langage de développement qui est Java. Il n'est pas non plus dépendant d'une plateforme hardware particulière, puisque il tourne sur n'importe quel PC, sur mon laptop ou sur un serveur, il n'y a pas de complètement agnostique par rapport à ça. Il est performant, puisque Espertech publie un bench sur son site, vous pourrez aller voir qu'ils annoncent, dans les conditions bien sûr du benchmark, 500 000 événements par seconde avec une latence de l'ordre de 10 millisecondes sur un PC normal, sans persistance je pense. Voilà, donc le moteur est performant, il a aussi des capacités d'expression très évoluées avec EPL. On peut faire des tas de choses, évidemment au prix d'un coût d'entrée de complexité qui est important, mais on peut faire vraiment, et on a une expressivité maximale avec ça. Esper Achat, lui, dont on a un tout petit peu parlé, je l'appelle un socle pour la mise en place du node dispo, parce qu'il est d'abord n'orienté que reprise sur panne. Il n'y a pas de fonctionnalité native de load balancing et de redémarrage de moteur avec reprise d'historique complète, ou alors au prix de tuning un petit peu compliqué parfois. Et côté IHM, donc essentiellement EsperHQ, ils sont un petit peu limités aussi, pour l'instant en tout cas, je pense que ça va évoluer. Il y a peu d'aide graphique pour la construction de PL, on a un wizard assez basique. On n'a pas de notion d'utilisateur, notamment d'espace de travail. On a mis l'accent beaucoup aujourd'hui sur l'aspect simulation, what if. Là, la simulation que j'ai montrée, c'est simplement j'ai mon moteur, j'injecte des événements dedans et je vois ce qui se passe. Mais j'ai pas créé d'espace dédié à ma simulation qui va me servir à valider mon comportement. Je suis contraint d'observer sur le moteur réel qu'est-ce qui se passe quand je pousse des événements dedans. Voilà, et puis on a des composants graphiques qui répondent au cahier des charges que Mathieu décrivait, ils sont bien en push temps réel. Par contre, il reste assez basique. Si je voulais par exemple que les barres des produits qui dépassaient le seuil passent au rouge au lieu de rester orange, j'aurais pas pu faire ça avec les composants natifs, il aurait fallu coder. Alors, on peut développer ses propres composants en flex, mais nativement, ça reste... moi j'ai l'impression que c'est plutôt des composants de démonstration. Voilà. Mais malgré tout, tout ça pris ensemble fait que la vision qu'on essaye d'établir peut commencer à être mise en place avec la suite Esper que je vous ai présentée. Voilà. Et maintenant, on va voir la vision d'Active Pivot en comparaison. Juste avant la vision d'Active Pivot, je vous propose de faire une petite pause de 5 minutes juste pour changer les machines, hein, parce qu'il va y avoir également une démo. Il y a encore du café, des croissants. J'ai un petit message avant d'oublier. On vous a remis normalement une petite fiche d'évaluation. Si vous pouviez nous la compléter, ça nous serait très utile pour nous améliorer.
et la donner à la sortie auprès des